à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette émission, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, dans un instant, nous ferons un focus sur les SCPI. Quelles questions se poser lorsque l'on veut investir en SCPI en 2025 ? Nous en parlerons avec Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au financement de l'économie réelle en France et en Europe, mais avec un focus particulier sur les investissements en France. Nous aurons le plaisir de retrouver Arnaud Faller, directeur général adjoint et directeur des investissements de CPRAM, mais aussi Claire Chabrier, managing partner de Amundi Private Equity Fund. Nous évoquerons notamment un nouveau fonds lancé par Amundi et CPRAM qui mélange coté et non coté. Ce sera donc la deuxième partie de l'émission. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Nicolas Villet, directeur de BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise, avec qui nous ferons un focus sur l'épargne d'entreprise. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons revenir sur le sujet SCPI avec une question, une problématique aujourd'hui. Quelles questions faut-il se poser lorsque l'on veut investir en SCPI en 2025 ? Et pour en parler, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur commercial de Prime Alliance qui accompagne justement les investisseurs dans les choix des SCPI en fonction de leurs enjeux, mais aussi de la réalité de marché. Je vais commencer avec une question peut-être un petit peu provocatrice. Quand on lit la presse, quand on écoute un certain nombre d'interviews, on peut avoir le sentiment que début 2025, il y a encore un sujet sur la SCPI, que ce soit en matière de dividendes ou en matière de baisse de prix de part pour certaines d'entre elles, je crois une dizaine depuis le début de l'année. Peut-on encore, Jérémy Chor, investir en SCPI en 2025 ? Bien sûr, on peut investir en SCPI en 2025. Il faut être très vigilant, bien sûr, sur la sélection qu'on va faire de ces SCPI. Mais dès lors qu'on a un projet à long terme, qu'on souhaite créer des compléments de revenus ou se constituer un patrimoine, la SCPI est une des classes d'actifs qui peut répondre à ces objectifs-là. Et alors, vous nous avez dit qu'il faut être vigilant. Vers quoi est-ce qu'on dirige sa vigilance en 2025 quand on veut investir en SCPI et quand on doit faire des choix d'investissement ? Nicolas, on a eu un marché qui était un peu compliqué. On a eu 18 mois de turbulence sur le marché des SCPI. On a le dernier trimestre 2024 qui a amorcé un léger rebond sur ce marché-là, donc ce qui montre le regain de confiance des épargnants pour le marché de l'immobilier. Maintenant, il faut être vigilant sur plusieurs critères. Alors, on parle beaucoup de rendement. C'est la période aujourd'hui où on dresse le bilan de 2024. Il y a beaucoup de classements qui sont publiés. Et on parle beaucoup de rendement début 2025, mais de rendement 2024 pour le coup. Oui, bien sûr, on regarde toujours le rendement de l'année écoulée et on a la plupart des sociétés de gestion qui communiquent sur des performances, des objectifs de performance, mais le classement, il se fait sur les taux de distribution pour l'année 2024. Alors, certes, c'est un critère qui est important puisque la plupart des épargnants achètent des SCPI pour avoir des compléments de revenus, donc le rendement est un élément essentiel. Néanmoins, il ne faut pas regarder que le rendement et le rendement moyen, par exemple, en 2024, il est de 4,72%, mais ce rendement ne veut plus rien dire puisque aujourd'hui, sur le marché, il y a des écarts qui sont très très importants entre les plus bas et les plus hauts rendements puisque ça va jusqu'à plus de 10% pour les rendements les plus élevés. Ça veut dire qu'il faut regarder un peu plus en détail, on ne peut plus juste se contenter de regarder un rendement moyen en disant je vais vers cette classe d'actifs, il faut regarder par typologie presque, il faut ajouter d'autres critères que simplement le rendement pour comprendre dans quoi on veut investir. Oui, bien sûr, alors effectivement il y a des taux de rendement par typologie de SCPI, mais également par SCPI au sein des typologies. En fait, on a aujourd'hui donc plus d'une centaine de SCPI qui sont accessibles sur le marché, parmi 200 et quelques SCPI qui existent. Je rappelle qu'il y a eu 19 créations de SCPI l'année dernière, bien sûr. Donc, ce qui montre aussi le dynamisme du marché. Et parmi ces SCPI, on a plus de 25 SCPI qui ont distribué des taux de distribution supérieurs à 6%. D'accord. Donc, évidemment, ce sont des SCPI qui vont attirer plus de collectes que celles qui distribuent du
3 ou du 4%. Ça ne veut pas dire qu'une SCPI à 5% n'est pas intéressante et n'est pas bonne. Aujourd'hui, ce sont clairement les SCPI diversifiées qui ont le vent en poupe. D'accord. C'est elles qui attirent le plus de collecte. C'est la catégorie qui a le taux de rendement moyen le plus élevé. D'accord. J'allais vous demander s'il y avait des catégories communes, ou en tout cas des critères communs chez celles qui distribuaient les taux de rendement plus élevés. Donc c'est les diversifiés. Les diversifiés, bien sûr. Mais il y a aussi des SCPI encore spécialisés qui fonctionnent très bien. Foncière des praticiens, par exemple, pour la santé, Activimo pour la logistique, Kianéospierre pour le résidentiel. Ce sont des spécialisés qui fonctionnent très bien. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de diversifiés, notamment parmi les derniers lancements. Pourquoi ? Parce que les SCPI aujourd'hui veulent pouvoir saisir toutes les opportunités qui se présentent sur le marché de l'immobilier. Le critère qu'on va regarder en plus du rendement, c'est la collecte. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, alors jeunes ou anciennes SCPI, arrêtons le débat des jeunes et contre les vieilles SCPI. On les oppose pas, jeunes et anciennes ? Trop souvent. Trop souvent. Et donc, selon vous, il ne faudrait pas opposer jeunes et anciennes. C'est ça, c'est pas comme ça qu'on fait une sélection de SCPI ? Non, pas forcément, parce qu'il y a des très jeunes SCPI qui vont pas forcément faire les meilleures opérations sur le marché, qui collectent pas forcément beaucoup. Donc, est-ce qu'elles vont être en capacité demain de servir des rendements importants sur le long terme pour les associés ? On ne sait pas. En revanche, il y a des SCPI anciennes, pour le coup, qui ont beaucoup d'historique, un vrai savoir-faire, et qui sont aujourd'hui en capacité de collecter encore des capitaux. D'accord. Et ces SCPI, qu'elles soient jeunes ou anciennes, quand elles sont en capacité de collecter, elles ont des fonds qu'elles peuvent investir dans une période qui est propice aujourd'hui pour les investisseurs. Parce qu'on négocie bien, parce qu'on achète sur des rendements élevés. Donc on regarde le rendement, on regarde la collecte, on regarde la typologie de SCPI et là globalement on a une idée un peu quand même, ça nous aide à faire un choix d'investissement ? Oui bien sûr, et on regarde aussi la qualité de la société de gestion, surtout puisqu'on confie les clés à la société de gestion. C'est l'avantage des SCPI. Quand on investit en SCPI, on délègue complètement la gestion à des professionnels de l'immobilier qui eux vont acheter, louer, faire les travaux, encaisser les loyers, etc. Donc c'est important de savoir à qui on donne les clés de son épargne. Là on parle quoi, de l'équipe ? C'est ça ? De l'équipe de gestion, de la qualité de la société de gestion. Alors, on peut en citer quelques-unes. Allez, dans l'ordre alphabétique, comme ça, il n'y aura pas de classement. Atlante Voisin, par exemple, Corum, Norma Capital, Sofidi. Voilà, ce sont des sociétés de gestion établies qui ont traversé plusieurs crises immobilières, qui sont là depuis des dizaines d'années et qui ont démontré leur savoir-faire, leur résilience. Donc, quand on a affaire à des sociétés de gestion aussi sérieuses, on peut dormir sur ses deux oreilles. J'aimerais revenir sur la fausse opposition entre jeunes et anciennes SCPI. Ça veut dire que, parce qu'on entend un certain nombre de gens, d'experts en tout cas, nous dire les jeunes aujourd'hui collectent, ont toutes les cartes en main, donc potentiellement c'est vers elles qu'il faut aller. Puis on entend d'autres experts dire attention, certaines jeunes font les mêmes erreurs que les anciennes et elles achètent à tout va et on ne sait pas quel sera le rendement demain. Donc là, c'est pour bien battre en brèche une idée reçue, il ne faut pas opposer jeunes et anciennes, il faut regarder les critères que vous venez de nous donner. Oui, exactement. Il ne faut pas les opposer. Elles sont complémentaires dans une allocation. Je rappelle que quand on fait des SCPI, même si la SCPI est déjà un véhicule diversifié, c'est bien quand même de faire un portefeuille, une allocation d'SCPI pour diversifier les sociétés de gestion, les stratégies d'investissement, répartition sectorielle et aussi géographique. Il y a des SCPI qui investissent qu'en France, quand de plus en plus de SCPI investissent à l'étranger. Ces critères-là aussi, il faut les regarder. Bien sûr. Mais oui, c'est pas parce qu'une SCPI est jeune qu'elle est forcément de bonne qualité et qu'on fait un bon investissement et qu'on s'assure des compléments de revenus sur du très long terme. Je rappelle que c'est la collecte. Il y a eu 19 SCPI lancées l'année dernière. Est-ce qu'elles vont toutes être en mesure de collecter suffisamment pour saisir les bonnes opportunités ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Alors que certaines sociétés de gestion plus anciennes sont en capacité et l'ont démontré ces dernières années, malgré le Covid, malgré les mois de turbulence qu'on a traversés, de encore ramener des capitaux et acheter des immeubles. C'est intéressant, Jérémy Chor, on a parlé donc des différents critères. Vous m'avez parlé de diversifier et spécialiser, mais on n'a pas du tout parlé de sous-jacent. C'est pas quelque chose qu'on regarde aujourd'hui quand on veut investir en SCPI, que ce soit la santé, les bureaux, ou le résidentiel, ou le commerce. Alors, évidemment, bien sûr, ça reste de l'immobilier, donc on regarde les immeubles qui sont achetés. On fait régulièrement des points avec les sociétés de gestion, justement, pour lever un peu le capot de la SCPI et regarder ce qui a été acheté, à qui c'est loué, etc. Évidemment, c'est des éléments très importants. Vous disiez précédemment, il y a certaines jeunes SCPI qui font peut-être les bêtises qu'ont faites les anciennes. Oui, parce que quand on a beaucoup d'argent à investir, parfois on l'investit pas forcément à bon escient, parce qu'on est pressé d'acheter. On achète surtout sur la base du rendement, mais est-ce qu'on réfléchit bien à qui est le locataire ?
comment je reloue cet actif si mon locataire s'en va demain? Est-ce que je le reloue sur le même prix ou est-ce que le prix va devoir baisser parce que je suis sur un loyer de marché qui est trop élevé? Et donc tout ça, c'est lié à l'immeuble, bien sûr, la qualité de l'immeuble, son emplacement et la qualité du locataire, qui bien est sûr. Quand même un point clé dans la SCPI, puisque c'est l'immeuble va avec le locataire et c'est les deux qui font la valeur du patrimoine. Merci beaucoup Jérémy Chor de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Prime Alliance. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons évoquer de l'innovation en matière d'investissement dans l'économie réelle, avec notamment un fonds créé par CPRAM et Amundi qui mêle coté et non coté. Nous allons en parler ensemble en plateau avec Arnaud Faller. Tout d'abord, bonjour Arnaud Faller. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général adjoint et directeur des investissements de CPRAM, et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Claire Chabrier. Bonjour Claire Chabrier. Bonjour Nicolas. Vous êtes managing partner de Amundi Private Equity Fund. Vous allez nous expliquer dans un instant ce qui vous a amené à créer un fonds qui mêle coté et non coté au sein donc d'une même possibilité d'investissement pour les épargnants. Mais juste avant, on va commencer avec vous, Claire Chabrier. On constate aujourd'hui qu'il y a une nécessité, et d'ailleurs vous le dites assez régulièrement, qu'il y a une nécessité d'investissement dans les entreprises françaises et européennes face aux transitions, parce qu'il y a plusieurs transitions auxquelles elles doivent faire face aujourd'hui. Exactement. Je crois que le rapport Draghi a été un peu un réveil pour les Européens et a mis en évidence en fait deux choses. Le décrochage de compétitivité des entreprises européennes par rapport aux entreprises américaines d'une part. Bien sûr. Et deuxièmement, l'immense besoin de financement qui est devant nous pour faire face à ce décrochage. Il estime l'investissement nécessaire à 800 milliards d'euros par an. D'accord. Donc c'est une somme. Et ce financement ne se fera pas par de la dette, mais se fera principalement par des fonds propres. Et donc un besoin des entreprises de renforcer leurs fonds propres pour justement investir dans l'innovation, dans la décarbonation et dans les infrastructures. Et il y a eu plusieurs initiatives en la matière, et la dernière, Arnaud Faller, c'est la loi Industrie Verte qui, là, pour le coup, vient obliger, quelque part, les professionnels de l'investissement à mettre du non-coté, quelque part, dans le PER et l'assurance vie des épargnants. Oui, c'est le début de la démocratisation du non-coté. C'est-à-dire qu'effectivement, il me semble que la loi Industrie Verte, c'est un facteur d'accélération, parce que le point de départ, il est quand même clair, c'est que le poids du non-coté dans l'épargne de Madame Michu, si on peut dire, il est ou très Monsieur faible. Tout le monde, ouais, c'est ça. Ou Monsieur Tout le monde est très faible par rapport à l'équivalent aux États-Unis. D'accord. Donc on doit bouger. Et une des manières, c'est effectivement de mettre du non-coté dans les portefeuilles. Alors la loi Industrie Verte, c'est une nouveauté parce qu'elle oblige à mettre un quota. C'est plus optionnel. Voilà. C'est plus optionnel. Alors un quota qui dépend de l'horizon de placement et de l'aversion au risque. Donc par exemple, si on a un profil équilibre ou plutôt dynamique à horizon 15 ans, on doit mettre jusqu'à 10% de non-coté dans les portefeuilles des PER, les fameux plans d'épargne retraite. C'est un véritable game changer, Claire Chabrier, vous qui portez ce sujet démocratisation du private equity, de là venir finalement dans un contexte du coup légal, amener des fonds des épargnants français vers les entreprises françaises, cotées ou non cotées du coup aujourd'hui. Oui, mais comme le disait Arnaud, on est très en décalage de ce que pourraient faire les Français. On estime que la part de l'épargne des Français dans le non coté, c'est en dessous de 1%. On parle souvent de 0,1%. D'accord. Ah oui, ça reste très faible. C'est très très faible pour une épargne qui est très importante. Bien sûr. Puisque l'épargne des Français est 3 fois supérieure à l'épargne des Américains. Donc, complètement, oui. Mais en revanche, on a constaté plusieurs choses. C'est un manque de connaissances, souvent des réseaux de distribution qui ne connaissent pas bien cette classe d'actifs, donc qui ont du mal, évidemment, à la promouvoir, et à en parler. Et évidemment, un manque de connaissances aussi des Français. Donc l'intérêt de cette loi Industrie Verte, c'est qu'elle va faire accélérer finalement ce pourquoi on travaille, nous, depuis des années. Plus de pédagogie, et puis faire comprendre que c'est un produit qui fait beaucoup de sens. Parce que alors certes, c'est un placement long terme, mais on y reviendra parce que ce nouveau produit apporte justement de la liquidité. Mais le capital investissement, c'est normalement un investissement de long terme, donc peu de liquidité, mais de la performance, et puis bien sûr du sens, parce qu'on investit dans
l'économie réelle et dans les entreprises des territoires. Avant de présenter le fonds en question, comment est-ce qu'on fait pour mieux flécher l'épargne des Français, Claire Chabrier? Justement, on innove, on crée des solutions différentes pour les amener progressivement à aller aussi vers le non-coté? Alors, on innove, on propose effectivement des solutions différentes, on explique dans quoi elles vont investir, et ça, on va y revenir. Et puis, c'est pour ça qu'on a cherché à créer ce produit différent qui va allier le coté, le non-coté et donner des capacités de liquidité qui n'existaient pas avant. Et Arnaud va nous... Arnaud Faller, justement, après cette introduction de Claire Chabrier, concrètement, cette innovation, ce fonds qui mêle coté et non-coté, comment est-ce que vous l'avez construit? Donc Amundi CPR France Investissement, pourquoi? Parce que l'idée c'est effectivement d'offrir, d'abord on combine les deux, mais ça veut dire quoi on combine les deux? Ça veut dire qu'on accompagne à la fois des sociétés en devenir et des sociétés déjà un peu installées. D'accord. On veut éviter les ruptures. En fait les deux marchés se parlent pas assez, et nous on pense qu'il y a matière à combiner les deux marchés. Donc d'ailleurs une des possibilités de sortie du non-coté c'est d'aller en bourse. Bien sûr. On peut tout à fait accompagner la société, y compris sur l'introduction en bourse. Et l'inverse, c'est vrai. Il y a des sociétés aujourd'hui qui sont retirées de la cote par des fonds de private equity. On peut aussi les accompagner de ce côté-ci. Donc, un continuum. Pas de rupture. On les accompagne aussi bien, encore une fois, dans toute leur phase de développement, quasiment à l'origine, jusqu'à un grand développement, une belle assise. Et le point important, c'est effectivement qu'on doit donner un minimum de liquidité. Et donc la partie cotée est là pour donner la liquidité. D'accord. C'est aussi le rôle de la partie cotée, c'est évidemment j'imagine de la performance, mais aussi apporter de la liquidité puisqu'on va ensuite proposer ça dans des véhicules d'investissement qui nécessitent potentiellement d'offrir de la liquidité. Oui, alors liquidité encadrée, d'accord, mais plus forte qu'un fonds de private equity. Encadré parce qu'on a des souscriptions bimensuelles, des rachats trimestriels et des plafonnements des rachats. C'est encadré, mais pour autant, on a une liquidité plus forte et qui est adaptée au monde de la distribution, puisque eux aussi, ils ont besoin de la liquidité. Les assureurs qui commercialisent le produit ont besoin d'un minimum de liquidité. Et le point important, c'est qu'on veut que tout soit à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des matelas de cash trop fort, parce qu'on sait très bien, justement pour des horizons aussi longs, qu'on a besoin que tous les actifs soient à l'œuvre. D'accord. Dans le langage private equity, en gros au travail. Et donc c'est pour ça que on a effectivement toute la partie non cotée qui est majoritaire dans le fond. C'est ce que j'allais dire, vous au-delà de 60%. D'accord. Donc 60% de non coté. Exactement. Et puis le côté, il y aura très peu de cash. Ça sera des actions. D'accord. Aussi au travail, des actions cotées. Et donc, on a comme ça une perspective de rendement après frais, parce que là aussi, on a fait un effort, parce qu'on sait très bien collectivement, on a besoin de faire l'effort, par exemple, le value for money. Donc, on a limé la totalité des frais à 2,5. Mais donc, l'objectif de rendement après ces frais, c'est 9%. Donc, il nous semble que, 1, ça correspond aux besoins fonds propres des sociétés évoqués par Claire. 2, aux objectifs de rendement des épargnants qui veulent un rendement assez élevé pour leur retraite. Claire Chabrier, on traverse un contexte économique complexe, si tant est qu'il y a des périodes dans la vie où il soit moins complexe, mais quelle stratégie d'investissement, en tout cas avec les cartes qui nous sont données aujourd'hui en matière de contexte économique? Alors sur la partie non cotée, déjà on fait ce qu'on sait faire, hein, donc ce qui est notre ADN et notre colonne vertébrale depuis plusieurs années, donc des stratégies qu'on connaît déjà. On va se concentrer sur des stratégies d'accompagnement à la fois des sociétés qui sont des solutions à la décarbonation, avec notre stratégie transition juste. Donc plutôt des nouvelles sociétés. Donc ça peut être en partie des jeunes sociétés innovantes, donc des start-up, on a 25% qui peuvent être alloués aux start-up, mais aussi des PME de croissance qui sont des solutions, qui apportent vraiment des solutions à la décarbonation. Donc c'est une partie impact qu'on aura là dans ce portefeuille. Et la deuxième partie, c'est une partie qu'on appelle Amundi Mégatendance, Amundi ETI Mégatendance, où là on va accompagner des ETI, qui sont des ETI de croissance. Et la caractéristique de ces ETI, qui sont principalement sur le territoire français, c'est qu'elles doivent être, leur croissance doit être accélérée parce qu'on a identifié par des principales mégatendances que sont la technologie, la démographie et l'environnement. Donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux grandes transitions auxquelles font face les entreprises aujourd'hui. Exactement, parce qu'on voit que c'est ce qui finalement met du vent dans le dos des entreprises, et c'est quand même ce qu'on cherche, des belles ETI de croissance, qui ont la capacité à la fois à faire de la croissance organique, mais aussi à être des leaders sur leur marché et donc faire des consolidations, ça c'est important pour nous. Et donc on observe, on passe ce filtre-là en fait, pour s'assurer, quel que soit le secteur finalement, que ces grandes méga-tendances vont continuer à les faire grandir et accélérer
accélérer leur croissance dans les prochaines années. On a par exemple fait un investissement dans une société d'ingénierie. Et cette société est très axée sur les secteurs du transport, mais du rail, du nucléaire et de la transition environnementale. Et on voit que sa croissance est plus forte que dans des entreprises d'ingénierie plus traditionnelles. Arnaud Faller, qu'est-ce que ça change pour les investisseurs d'avoir un fonds coté, non coté, avec la stratégie que vient d'énoncer Claire Chabrier? Donc encore une fois, on accompagne l'ensemble des entreprises dans le monde des petites et moyennes capitalisations, évidemment. Mais le point important, c'est que par exemple, on pourra détailler pour l'épargnant toutes les positions, et la plupart du temps, il va les connaître. Parce que c'est des positions qui sont près de chez lui. Dans toutes les régions quasiment de la France, on aura un reporting où on aura un hexagone. Pour les cotés comme pour les non-cotés? Pour les cotés et les non-cotés. Ce qui peut être un petit peu innovant quand même pour un certain nombre d'investisseurs particuliers. Qui, effectivement, des fois, qui rentrent dans des fonds et ne savent pas la composition. Là, c'est simple, on veut effectivement aider en fonds propres les sociétés avec un focus France. Donc, on pourra tout à fait détailler le portefeuille, même si c'est un fonds de fonds. Évidemment, on aura une vision en transparence. Et on pourra évoquer les cas, par exemple, celui évoqué un instant par Claire. On aura la totalité d'Hexagone représentée et on pourra évoquer, encore une fois, les histoires associées à ces sociétés en développement. Si je dois retenir quelques éléments clés, du coup on investit essentiellement en France face aux grandes transitions, démographie, transition numérique et environnement. Est-ce que ça s'adresse uniquement à un public français? Est-ce que c'est les épargnants finaux? Vous disiez Madame Michu ou Monsieur Tout-le-Monde, c'est à eux que ça s'adresse aujourd'hui? En grande partie oui, pas uniquement, mais en grande partie oui. Et effectivement, dans le cadre des plans d'épargne retraite ou de l'assurance vie, la gestion pilotée par Horizon ou la gestion pilotée profilée, qui sont effectivement en ce moment les masses représentées dans ces secteurs-là. Et est-ce que ça plaît à d'autres types d'investisseurs? Claire Chabrier, est-ce que vous constatez que ça peut attirer d'autres profils également? En fait, ce qu'on constate, c'est que ces fonds qui sont quand même des véritables innovations, ces fonds qui sont des fonds ouverts, en fait, les fameux fonds evergreen, bien sûr, qui n'ont pas des durées de vie fermées par rapport à ce qu'on a connu historiquement, sont des fonds qui attirent aussi des particuliers, en tout cas c'est ce qu'on nous remonte, nous, dans d'autres zones géographiques du monde, qui veulent à la fois investir dans cette classe d'actifs qu'est le capital investissement, et qui sont d'ailleurs déjà exposés sur des fonds fermés. Mais ça leur permet d'avoir aussi une poche sur laquelle ils peuvent récupérer 20 à 25% de liquidité éventuellement annuellement. Donc répondre à d'autres besoins d'allocation de leur allocation personnelle et d'arbitrer en fait. Ils viennent aussi diversifier sur ce type de fonds. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Claire Chabrier, Managing Partner chez Amundi Private Equity Fund. Merci Arnaud Faller, directeur général adjoint et directeur des investissements de CPRAM. Vous pouvez me redonner le nom du fonds, Arnaud Faller? Amundi CPR France Investissement. Merci beaucoup, merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert et aujourd'hui nous allons faire un focus sur l'épargne d'entreprise et pour cela nous avons le plaisir de recevoir en plateau Nicolas Villette. Bonjour Nicolas Villette. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes directeur de BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise. On va commencer peut-être avec votre vision du marché de l'épargne d'entreprise en France. Quel bilan global pouvez-vous faire sur l'épargne d'entreprise en France? Alors ce bilan il est très positif, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on prend les chiffres de l'AFG, les encours en épargne d'entreprise ont augmenté de plus de 10% entre juin 2023 et juin 2024 pour s'établir à environ 198 milliards d'euros. Et si on focus sur l'épargne retraite collective, c'est une dynamique encore plus forte, 16% de croissance, 32 milliards d'encours et plus de 4,2 millions de salariés couverts. Donc c'est un vrai succès qui s'explique par de nombreux facteurs. Le premier, c'est la prise de conscience très forte des épargnants que des limites du système de retraite par répartition. Et donc du fait qu'il faut prévoir une baisse de revenus futurs à la retraite. Merci à la réforme des retraites, si je comprends bien. Merci à la réforme des retraites qui a augmenté cette prise de conscience, en effet, en incitant les actifs à préparer leur retraite. Le deuxième facteur, c'est que les dispositifs eux-mêmes d'épargne retraite, ils ont été transformés, ils sont de plus attractif à la faveur de la loi Pacte de 2019 qui a harmonisé, qui a simplifié les dispositifs existants dans une structure unique qui s'appelle le PER, le plan d'épargne retraite. Et aujourd'hui, c'est 10 millions de Français qui en possèdent un, 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
et d'encours. Et autre élément qui est très important, c'est l'essor de l'actionnariat salarié. L'actionnariat salarié, c'est plus de 3 millions de salariés qui sont actionnaires de leur entreprise. Et c'est un outil formidable pour donner un sentiment d'appartenance, de fidéliser, motiver, aligner les intérêts entre les salariés et l'entreprise dans un cadre favorisant un rapport plus équilibré de partage de la croissance et de la valeur créée. Et si on en croit les décisions politiques sur le sujet, ça ne devrait pas s'arrêter là avec la loi partage de la valeur. J'imagine qu'on va s'attendre à un bilan intéressant aussi en fin 2025. Alors c'est ça, et la loi de partage de la valeur, elle incite, elle impose aux petites entreprises de mettre en place un plan, les petites entreprises employant entre 11 et 49 salariés, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur sous certaines conditions. Donc c'est évidemment une incitation importante à élargir la couverture de l'épargne retraite en France. Quel levier, Nicolas Villette, pour sensibiliser davantage les entreprises et les salariés à l'épargne d'entreprise? Alors on l'a vu, ces dispositifs sont en plein essor. Il reste cependant du chemin à parcourir pour mieux les faire connaître et pour les rendre plus accessibles. Une majorité de salariés aujourd'hui se disent pas suffisamment informés des dispositifs mis en place par leur entreprise. Et donc les entreprises, elles doivent redoubler d'efforts. Et c'est pour ça que chez BNP Paribas Épargne Retraite et Entreprises, nous accompagnons nos clients entreprises à travers des supports pédagogiques clairs, des vidéos explicatives, des réunions d'information, mais aussi des outils interactifs, intuitifs, avec notamment des parcours digitaux. Il y a un gros enjeu pédagogique. Il y a un très gros enjeu pédagogique. C'est une attente des salariés, des entreprises qu'il faut savoir accompagner. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'épargne salariale ou l'épargne retraite collective ne doivent pas être de simples options en entreprise, mais ça doit être de véritables piliers de la politique RH des entreprises, intégrés pleinement au package de rémunération et dont on présente les avantages aux nouveaux entrants dans l'entreprise, bien sûr, en insistant sur leur impact en termes sur le pouvoir d'achat et sur la retraite. Et d'ailleurs, 30% des sociétés qui ont mis en place ces plans n'ont mis en place que la première partie du plan, c'est-à-dire un plan d'épargne entreprise, l'épargne moyen terme, sans aller jusqu'au bout avec la deuxième étape qui est le plan d'épargne retraite. Alors que les salariés attendent cela de l'entreprise. C'est très clair quand on regarde l'étude qu'on a commandée et réalisée par l'Institut CSA, auprès de plus de 1000 salariés épargnants, ils attendent à 86% d'entre eux que l'entreprise joue un rôle majeur dans la préparation de leur retraite. C'est intéressant parce qu'on a quand même l'impression que les choses ont beaucoup bougé en très peu de temps et que là, on peut s'attendre effectivement à une adoption massive de l'épargne entreprise en France pour les prochaines années. Voilà, donc c'est exactement ça. L'avenir, il s'annonce très prometteur. D'une part, il y a cette obligation réglementaire qui va élargir la couverture. Il y a encore de nombreuses petites entreprises qui n'ont pas mis en place ces plans et la réglementation va les conduire à le faire. Deuxièmement, on va vers des dispositifs avec une plus grande flexibilité, personnalisation. Ça sera des dispositifs modulaires, modulables, qui vont permettre aux salariés d'ajuster, d'adapter leur épargne à leurs besoins, à leur parcours professionnel. Ça, c'est très clair. L'actionnariat salarié va continuer à se développer. Dans un monde professionnel plus concurrentiel, c'est un outil d'attractivité important. Et ce n'est plus l'apanage uniquement des grands groupes. Les moyennes entreprises, les ETI les développent aussi, les mettent en place pour associer leurs salariés à la création de valeur. Et enfin, je pense qu'il y a un rôle très important qui va continuer à être joué par l'épargne responsable. On n'en a pas parlé, mais l'épargne entreprise permet d'investir dans des fonds dits responsables et solidaires pour concilier un impact positif et la préparation de la retraite. Et quand on regarde les études, ils montrent très clairement que pour plus de 80%, je crois que c'est 81% des épargnants salariés, pensent que l'épargne d'entreprise peut avoir un rôle important sur les enjeux sociaux, environnementaux, et ils veulent investir via leur épargne d'entreprise dans ces fonds. Donc en synthèse, pour moi, l'épargne salariale, c'est une vraie conviction que l'épargne salariale, la retraite... On va devoir arrêter là, je vous laisse finir. Ouais. Et la retraite collective sont des outils absolument indispensables, incontournables pour, d'une part, sécuriser l'avenir financier des actifs et deuxièmement contribuer à plus de compétitivité et d'attractivité pour les entreprises. Merci beaucoup Nicolas Villette, je rappelle que vous êtes directeur de BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.